Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire des élections législatives, peu suivies et entachées d'incidents en Libye. Le scrutin qui avait lieu ce mercredi a été marqué par une faible participation. Plus de coopération sud-sud, les autorités gabonaises et tunisiennes ont en effet paraphé ce mercredi des accords de coopération visant à renforcer leurs échanges dans divers secteurs d'activité. Et la Coupe du Monde se poursuit. Après la qualification pour les huitièmes de finale du Nigeria, deux équipes africaines peuvent encore rejoindre les Super Eagles. Il s'agit de l'Algérie et du Ghana qui jouent leur place pour le second tour de ce mondial. Ce jeudi, pour en parler sur ce plateau, nous recevons José Douglas, notre journaliste sportif à Africa 24. En Libye, début de scrutin législatif capital ce mercredi. Toutes les composantes du pays ont appelé à un déroulement paisible de ces élections. Elles permettraient en effet au pays d'en finir avec la période de crise et de transition politique qui prévaut depuis la chute du guide Mouammar Kadhafi. Pourtant, les électeurs n'ont pas été si nombreux à se précipiter aux urnes. Le point avec Karine Loubanzadio. Ce mercredi 25 juin a été marqué par les élections législatives qui se sont tenues en Libye. Un scrutin crucial pour l'avenir de la transition démocratique avec l'élection du nouveau Parlement dans un pays en proie aux violences depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Les électeurs attendaient à l'extérieur des bureaux de vote avant l'ouverture à 8 heures sous haute sécurité dans la capitale Tripoli. Je pense que cette élection est un nouveau départ pour la Libye. Nous avons espéré la mise en place d'un congrès national depuis un long moment. J'espère que sa création sera le début d'une nouvelle Libye. C'est un espoir partagé par tous les Libyens. Des élections pourtant peu suivies par la population. Seulement 1,5 million de Libyens s'étaient inscrits pour le scrutin, contre plus de 2,7 millions en 2012, sur 3,4 millions d'électeurs éligibles. Des chiffres qui, selon les analystes, sont la conséquence d'un contexte bien particulier. C'est un contexte où les superpuissances, les pays voisins comme l'Algérie, comme l'Égypte, d'ailleurs il y a eu une rencontre entre M. Al-Sisi, président égyptien, et M. Bouteflika hier, et ça montre que ce pays-là, il est observé, mais qu'il suscite beaucoup d'inquiétudes. Donc, le général Haftar, lui, il occuperait, d'après certaines informations, la moitié de la Libye, mais il a aussi à faire face aux islamistes radicaux qui ne croient pas du tout au processus électoraux. Et c'est ça qui fait que les citoyens sont un peu désorientés, désabusés. Les Libyens étaient appelés à élire les 200 membres de la future Chambre qui doit remplacer le Congrès général national, la plus haute autorité politique et législative dont la légitimité est contestée. Prochaine échéance, l'élection présidentielle qui devra entériner alors la phase de transition du pays. Et le Gabon et la Tunisie ont paraphé ce mercredi à Libreville des accords visant à dynamiser la coopération bilatérale entre les deux pays. Une coopération sud-sud propice au Gabon qui entend profiter de l'expertise tunisienne dans plusieurs domaines, notamment ceux de la santé, de l'éducation ou encore de l'agriculture. Reportage de notre envoyé spécial Douglas Toutoum. Renforcer la coopération sud-sud entre le Gabon et la Tunisie, c'était l'objectif visé par la signature ce mercredi à Libreville de deux accords cadres. Ces accords concernent le secteur de l'agriculture et le secteur privé. Le forum économique Gabon-Tunisie, organisé à l'endroit des opérateurs économiques des deux parties, a servi de cadre à cette cérémonie en présence des deux chefs d'État, Ali Bongo Ondimba et Monsef Marzouki. C'est un accord cadre, c'est un accord de portée générale qui liste tous les domaines de l'agriculture dans lesquels nous pouvons avoir une coopération spécifique dans l'avenir. Pour l'instant, dans le domaine de l'agriculture, elles sont à construire et nous espérons pouvoir travailler avec la Tunisie dans les différents domaines de l'agriculture. Le cadre des affaires a été mis en place entre le Gabon et la Tunisie au niveau politique. Aujourd'hui, il ne reste qu'à le traduire dans les actes. Une ambition commune aux différents opérateurs économiques engagés dans cette opération. Nous sommes venus ici au Gabon avec une forte délégation qui couvre quasiment tous les secteurs d'activité. Et nous sommes venus parce que ici, nous avons une vision. Il y a un pays qui a une vision d'avenir qui est assez importante. Dans le cadre de cette mission économique présidée par le chef de l'État tunisien,
Nous comptons, nouer des relations avec nos amis et frères gabonais pour des projets d'investissement dans le domaine de la construction métallique et la haute chaudronnerie, essentiellement le domaine pétrolier. Précisons que le commerce intra-africain aujourd'hui est très faible. C'est dans ce sens que le Gabon et la Tunisie veulent mutualiser leurs énergies pour développer un courant d'affaires important. Les opérateurs économiques gabonais et tunisiens se retrouvent ce jeudi dans le cadre des rencontres B2B. Et au Kenya, le gouverneur du département de Lamu, Issa Timani, a été arrêté ce mercredi. Il est soupçonné d'être lié aux attaques qui ont fait une 60aine de victimes le 16 juin dernier dans la localité de Mpeketoni. La police a également arrêté 13 autres personnes, des présumés membres du Conseil républicain de Mombasa. C'est un groupe séparatiste au Kenya. Les transports fluviaux comme solution pour limiter les embouteillages avec plus de 20 millions d'habitants. Lagos, plus grande ville du Nigeria, a besoin de fluidifier absolument ses axes routiers, des routes en mauvais état, des véhicules trop nombreux. Les embouteillages sont quotidiens à Lagos et suscitent la colère des usagers qui en appellent aux autorités. Reportage de notre envoyé spécial à Folake, Oyenloye. Les embouteillages, le mauvais état des routes à Lagos suscitent la grogne des usagers de la route. Si la situation n'est pas nouvelle, autorités et usagers envisagent des voies de sortie. Si la ville de Lagos compte plus de 20 millions d'habitants, le mauvais état de certaines routes sont légion sur les axes routiers de la capitale économique nigérienne. Ces embouteillages sont aussi provoqués par le nombre élevé des véhicules. Entre autres solutions proposées, le développement du transport fluvial. L'une des solutions principales serait d'encourager le transport fluvial. Comme nous le savons, Lagos est un petit état entouré de plans d'eau. Nous pouvons compléter la pression sur les infrastructures routières avec le lac. Pour faciliter la mobilité des populations, Lagos a aussi besoin d'infrastructures car la densité seule n'explique pas les embouteillages. Certains embouteillages sont causés par le mauvais état des routes. Si le gouvernement peut réparer ces routes, il y aura moins d'embouteillages. Parfois, ce n'est pas le fait qu'il y ait trop de voitures, c'est juste que les gens roulent lentement pour éviter les nids de poules. De par sa taille et sa position de pôle économique sous-régional, la ville attire les commerçants d'origines diverses. Mais ces difficultés de circulation ne sont pas de nature à favoriser ces échanges. En 2050, la population du Nigeria devrait atteindre les 400 millions d'habitants. Lagos, la capitale économique, verra également sa population s'accroître de façon considérable. L'Algérie joue sa qualification pour le second tour de la Coupe du Monde au Brésil ce jeudi face à la Russie. Un match nul pourrait en effet leur suffire pour se qualifier, mais la sélection de Vaïd vise la victoire, plus déterminée que jamais. Après leur victoire justement 4-2 face aux Sud-Coréens, les Fennecs sont bien décidés à briller pour ce mondial 2014. Charles de Jouvenel. L'Algérie est à quelques heures d'un match historique. Les Fennecs ont l'occasion dès ce soir de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2014. L'occasion pour la sélection de Vaïd Halilhodžić de réparer l'injustice vécue en 1982 lors de la Coupe du Monde en Espagne suite au pacte de non-agression conclu entre l'Autriche et l'Allemagne de l'Ouest. Une rencontre désormais appelée match de la honte qui avait vu la sélection algérienne éliminée suite au résultat nul prémédité entre les deux équipes. On a parlé beaucoup Algérie, la fameuse génération 82, qui ont obtenu même 2 super victoires. Malheureusement, la tricherie, il a empêché d'aller loin. Est-ce qu'il y a ce moment que cette jeune équipe algérienne fait cet exploit exceptionnel? Mais on verra demain soir. Les Fennecs n'ont pas nécessairement besoin de s'imposer ce soir face à la Russie. Actuellement deuxième du groupe H avec 3 points, soit 2 d'avance sur la Russie et la Corée du Sud, un match nul pourrait suffire à les qualifier. Hors de question cependant pour le sélectionneur algérien de disputer cette rencontre décisive sans viser la victoire. Un objectif que la sélection entend atteindre grâce à ses qualités qui lui ont permis de se hisser à ce niveau de la compétition. C'est le cœur et la tête qui font différence. On a un petit peu aussi qualité. Maintenant, il faut chercher cet exploit historique. Vaïd Halilhodžić espère voir sa sélection dans la lignée de la belle prestation réalisée le week-end dernier face à la Corée du Sud. Un match que les Fennecs avaient maîtrisé de bout en bout pour finir par s'imposer 4-2. Le match, prévu à 20h GMT, devrait donner l'occasion à Yacine Brahimi, remplaçant lors du premier match mais titulaire brillant contre la Corée du Sud, de démontrer de nouveau toutes ses qualités dès le coup d'envoi.
José Douglas, bienvenue. Merci Amira. Alors vous êtes notre journaliste sportif à la rédaction, bien évidemment c'est de Coupe du Monde que nous allons parler avec vous, avec un programme très alléchant ce jeudi. On commence avec le groupe G et le Ghana qui joue ses dernières cartes pour une qualification en 8e de finale, même enjeu d'ailleurs pour les Américains et pour les Allemands. Exactement, il faut suivre de près ce match justement entre Allemands et Américains. Nul suffirait aux deux équipes pour se qualifier. Les Américains entraînés par un Allemand, Jürgen Klinsmann. Quant au Ghana, les Black Stars ont une toute petite chance de se qualifier. Il faudra une défaite des Allemands ou des Américains, une large victoire des Black Stars. Nous écoutons notre éditorialiste Mohamed Traoré. Ghana, oui, le Ghana a perdu ses chances lors de ses deux premières sorties, surtout contre l'Allemagne où elle aurait pu gagner ce match-là. Maintenant, elle va d'abord gagner face au Portugal et puis surtout regarder le résultat du match États-Unis-Allemagne où là on espère que ces deux équipes vont jouer à fond ce match-là parce qu'un match nul qualifie les deux équipes, donc on espère qu'il y aura du spectacle, que ça soit pas comme on l'avait fait quelques années, l'Allemagne aux dépens de l'Algérie. Donc le Ghana, vu que le Portugal n'est pas très en forme dans ce mondial-là, je pense que le Ghana a une carte à jouer. C'est une équipe qui monte en puissance malgré tout depuis le début du tournoi. Je pense qu'ils ont la possibilité d'aller titiller cette équipe portugaise, même si on sait son côté, là où elle pêche, c'est au niveau de l'axe central où on a des jeunes défenseurs et souvent c'est très compliqué pour eux de pouvoir bien gérer les coups des attaques adverses. Et José, on va également revenir avec vous sur les incidents qui ont lieu entre les joueurs du Ghana et les dirigeants du club. Une altercation qui, on l'espère, n'entachera pas leur performance de ce soir. Oui, tout à fait. Kevin Prince-Boateng et Souley Muntari ont en effet été renvoyés justement à la maison après avoir eu une vive altercation entre eux et avec les membres du staff. Alors, Muntari, le milieu de terrain du Milan AC, aurait giflé Moses Harma Parker, un membre du comité de gestion des Black Stars, en pleine réunion. En plus, de son côté, la star de Chalk 04 Boateng avait eu des mots avec le sélectionneur ghanéen James Appiah. Alors la fédération ghanéenne s'est exprimée sur Twitter et a confirmé la suspension des deux joueurs jusqu'à nouvel ordre. Les deux joueurs sont donc officiellement hors de la compétition. Alors José, dans le groupe F, à ne surtout pas rater le match Algérie-Russie, nous venons de l'évoquer dans ce JT, et d'ailleurs nous avons écouté le coach Vahid. Les Fennecs sont déterminés, une victoire et même un nul leur permettrait de se qualifier pour les 8e de finale. Les Algériens retiennent leur souffle. Ah oui, exactement, et même les supporters. Alors, avec Corée du Sud et Belgique, les Diables Rouges ont déjà leur qualification en poche, et quant à l'autre match, les Fennecs jouent leur avenir, vous l'avez dit, et devraient confirmer tout le bien que l'on pense justement du football algérien. Vahid Alilozic a redonné du tonus au groupe, mais écoutons d'abord Fabio Capello, l'entraîneur de la Russie, avant l'affrontement contre les Algériens. Je pense que cette équipe d'Algérie sera meilleure que celle que nous avons pu observer en Afrique du Sud en 2010. C'est une équipe beaucoup plus rapide et certainement mieux organisée. Je pense qu'ils sont en forme. Voilà, et puis donc nous écoutons Mohamed Traoré sur ces deux rencontres, Amira, Corée, Belgique et Algérie, Russie. Tout près d'un exploit, oui, il va falloir qu'ils battent la Russie, mais je crois à cette équipe algérienne, quoi qu'il en soit. C'est une équipe qui est partie, qui est sur une euphorie. Il a toujours eu un peu du mal, mais face à la Belgique, elle a failli gagner son match-là. Après, elle a sorti un très bon match contre la Turquie, même si au niveau défensif, il y a des ajustements à faire. Mais j'ai aimé leur réaction. Donc je pense qu'en restant sur cette foulée-là, ils peuvent surprendre en battant la Russie. De l'autre côté aussi, Corée du Sud, Belgique. Je pense que la Belgique va avoir envie de se rassurer parce qu'ils ont eu un match très compliqué lors du dernier match et aussi surtout être premier de leur groupe pour pouvoir éviter le premier de l'autre groupe. Donc je pense que l'Algérie a toutes les chances aujourd'hui de pouvoir venir à bout de la Russie qui n'a plus rien à jouer en fait. Voilà, Amira, je ne sais pas pour qui votre cœur penche entre la Russie et l'Algérie. Moi, j'ai la réponse. Moi aussi, j'ai la mienne, José. Alors tous derrière l'Algérie et bien évidemment le Ghana, même si les choses, comme vous le disiez, seront plus compliquées pour les Ghanéens. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.